Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette première session, cycle d'approfondissement sur le calme mental. 4 sessions pendant un mois, chaque semaine, heu, tous les dimanches de 9 heures à 10 h 30. On a fait déjà cette première, ce premier cycle pendant le premier confinement et puis Arnaud, a eu l'idée de relancer ça pour le deuxième confinement, qui je pense est une bonne idée. Donc on va aller un peu plus loin. Le premier c'était sur le souffle et ce deuxième cycle, on va le faire sur la méditation de visualisation. Donc c'est quelque chose qui est toujours dans le même champ d'action du calme mental, de la concentration, du placement de l'esprit, mais cette fois-ci avec un objet mental. Donc on va voir comment ça se passe. On va aller très progressivement. On va commencer par étapes et chaque fois, on va ajouter des notions. Il y a toute une partie théorique. On va le voir pourquoi il y a une partie théorique et puis il y a tout l'aspect pratique. Donc la session d'aujourd'hui, elle va se diviser comme cela. On va avoir déjà la présentation de la technique, la première partie de la technique, c'est-à-dire aujourd'hui, on va parler de l'enthousiasme dans la méditation, qui est le premier des 4 moteurs qu'on va voir à travers ces 4 sessions. Il en existe d'autres, mais en tout cas, c'est les principaux. Et puis, la deuxième partie, ça va être tout l'aspect pratique de la visualisation. Donc, on va commencer par la visualisation séquentielle. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et puis, la semaine prochaine, on aura la visualisation générale. Séquentielle, on va d'une partie à une autre, on visualise un morceau, puis après, on essaie de visualiser sur l'ensemble. Hein. Donc, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. On va aller par étapes, important. Et puis voilà, donc on va commencer. Vous pouvez prendre une position confortable, tonique. On va commencer par une minute ou deux, juste de rétablir notre concentration, poser notre corps également dans une position de méditation. Même si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez tenir le dos bien droit. Et on va juste prendre 3 grandes, profondes, lentes inspirations, expirations. Et se focaliser pendant une minute sur le souffle, juste être conscient de l'inspiration et de l'expiration.
Alors, on va faire 2 choses pendant ces 4 séances. La première, c'est revoir ou voir, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la technique, comme elle était diffusée dans le bouddhisme tibétain pour développer le calme mental. Cette technique qu'on retrouve dans le Lamrim, si vous voulez avoir une explication beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise également, vous pouvez aller chercher dans le Lamrim de Lama Tsongkhapa, qui est une technique qui a été ramenée par Asanga dans certains de ses textes qui ont été émis par Maitreya. Donc c'est vraiment des textes très anciens et par Bouddha lui-même pour essayer d'amener l'esprit à se focaliser sur quelque chose. Et on va voir ce matin un petit peu pourquoi déjà il s'agit d'une technique. On va voir les obstacles qui font qu'on commence à méditer et qu'on arrête. On va voir qu'est-ce qui génère en nous, quels sont les leviers qui génèrent en nous la faculté à nous concentrer profondément. Et donc, on va parler de l'enthousiasme ce matin. Mais comme on fait des sessions sur la visualisation, j'ai pensé à, une fois n'est pas coutume, à préparer un petit visuel pour vous faire comprendre certaines des notions qui peuvent paraître abstraites quand il s'agit de l'esprit, mais quand on les voit de manière visuelle, ça peut aider également. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la courbe d'enthousiasme, on peut dire. C'est ce qui arrive quand on commence à méditer. Ça, c'est le souffle. L'enthousiasme du souffle, quand on commence à méditer sur le souffle ou un autre objet de méditation, c'est ce qui arrive avant 5 secondes. Et ça, c'est l'enthousiasme du souffle après 10 secondes. C'est souvent ce qui arrive. Et ça, c'est l'enthousiasme de la machine à popcorn qu'on doit recevoir par Amazon ce soir. Voilà. Bon, on est dimanche, ça ne compte pas, il ne s'est sans doute pas livré, mais c'est très schématiquement ce qui arrive dans l'esprit quand on commence à méditer. On a le souffle qui devient ennuyeux très vite, et on a toutes ces choses qui attirent notre esprit sans arrêt vers quelque chose de plaisant ou bien d'urgent, ou bien un problème à traiter, ou bien quelque chose à penser, qui vont accaparer notre esprit, nous détourner de l'objet sur lequel on veut méditer. Pour méditer sur le calme mental, ce qu'on cherche à faire, c'est ramener l'esprit en un point. Or, toutes ces perturbations, elles vont nous extraire de notre concentration. Ramener à un autre style, on peut voir qu'à gauche, c'est le souffle qui très vite n'opère plus aucune forme d'excitation dans l'esprit, et à droite, la machine à popcorn qui est vraiment qui conserve, elle, son attrait. J'ai inversé cette courbe comme s'il s'agissait de vases communicantes. Imaginons que l'eau doive couler quelque part. Elle coule toujours vers le plus bas. Le plus bas ici, c'est ce qui nous attire le plus, c'est ce qui est plaisant. Donc, on voit que l'esprit qui est signifié par cette ampoule, il va se diriger naturellement vers la chose qui est la plus prioritaire, la plus intéressante, ou la plus urgente, ou la chose à traiter, et le souffle qui est sur la gauche, comme il est beaucoup plus haut, comme s'il s'agissait de l'eau qui devait couler, l'esprit ne va pas naturellement se porter dessus. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire dans la méditation, c'est de comprendre que cette machine à popcorn, la manière dont on la visualise quand on est en train de méditer, elle est pour 90% exagérée. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour commencer à vous. Donc, revenons à la méditation. Il y a quelques raisons qui font qu'on commence à méditer et qu'on arrête. Déjà, c'est la simplification par laquelle on pense que la méditation, elle n'est pas une technique. Elle est quelque chose qui doit apporter des bienfaits rapides. Les choses dans lesquelles on se lance, le sport en général, assez rapidement, on peut avoir des bienfaits. La méditation, ce n'est pas toujours le cas.
Ça doit m'apporter du bien-être à chaque fois. Non, la méditation n'apporte pas nécessairement du bien-être à chaque fois, surtout en lien avec ce qu'on a fait dans la journée, les choses qu'on a vécues. Ce n'est pas un remède miracle, la méditation. Donc, penser que la méditation doive nous apporter du bien-être immédiat, c'est malheureusement incomplet, incorrect. On pense que l'attention, quand on médite, doit être portée tout de suite de manière continue sur l'objet. C'est-à-dire, je me médite sur le souffle. La méditation, je commence, normalement, je dois pouvoir me concentrer sur mon souffle pendant au moins 30 secondes. C'est quand même basique. Or, non, ce n'est pas ce qui arrive, parce que déjà, se concentrer sur le souffle pendant 30 secondes, c'est assez avancé. On prend comme point de référence le sport, par exemple. Quand on commence à courir, on peut au moins courir 5 minutes sans s'arrêter, ou peut-être 2 minutes, ou au moins 2 minutes, je dirais. À peu près, presque n'importe qui peut courir au moins 1 minute ou 30 secondes. Pour la méditation, ce n'est pas la même chose. La méditation, on commence à se focaliser sur le souffle et rapidement, on décroche. Beaucoup plus rapidement que si on devait s'entraîner à courir. Un autre obstacle qui fait qu'on commence et qu'on arrête la méditation, on pense que c'est trop simple. On pense que la méditation, c'est hyper simple et j'y arrive même pas. La méditation, c'est un truc super simple. Tu dois vider l'esprit, tu t'assieds, tu vides l'esprit et même ça, j'arrive pas à le faire. Donc, c'est très frustrant quand on pense comme ça. Et à l'inverse, on pense que c'est trop compliqué parce que tout à coup, on lit des livres de méditation et on voit qu'il y a une technique et on se dit waouh, non, 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 non. Moi, j'ai assez de choses à apprendre. J'ai fait des études. Je ne vais pas commencer à étudier le souffle, la méditation, tout ça. Non, la méditation, ça ne doit pas s'apprendre. Si on pense comme ça, on ne va pas apprendre la technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas employer les leviers à l'intérieur de la méditation et malheureusement, on ne va pas pouvoir diriger l'esprit comme si on était dans le noir et qu'on montait dans une voiture. Si on ne met pas les mains sur le volant, si on n'allume pas le contact, on ne va jamais pouvoir avancer. Ben, c'est la même chose avec l'esprit. Il faut connaître ces petits leviers intérieurs qui sont assez subtils pour essayer de diriger l'esprit vers un état de concentration. L'autre chose qui fait qu'on commence la méditation et qu'on s'arrête, c'est qu'on ignore qu'il s'agit d'une technique, ce que je viens de dire. Qu'il ne faut pas nourrir l'enthousiasme, que la méditation, c'est simplement poser l'esprit, il n'y a pas d'analyse. Et on va voir que tout l'aspect analytique, il est primordial dans la concentration, parce qu'il faut savoir rétablir notre enthousiasme et savoir regarder les aspects de notre vie qui nuisent à la concentration également. On pense qu'il s'agit que d'une histoire de technique. Ça, c'est un autre problème qui fait qu'on commence la méditation et qu'on s'arrête. On pense qu'il s'agit que d'une histoire de technique. Et je vais reprendre le partage d'écran pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Hop. Donc, la première chose à faire, c'est essayer en nous, et ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui, de rétablir l'enthousiasme. On voit que la concentration à gauche, on n'a pas du tout envie de se concentrer. Et à l'inverse, cette chose à droite, cette machine à popcorn, elle est complètement exagérée. C'est le principe même de certaines de nos perturbations mentales. On exagère les qualités de quelque chose. Cette chose, il faut absolument que je l'aie, il faut absolument que je la possède, ou il faut absolument que je m'en sépare, ou que je la rejette. Donc, avant même de méditer, avoir une relation, on pourrait dire, équilibrée avec ces choses de la vie de tous les jours, c'est déjà quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir avoir un peu plus d'équilibre. Et vous allez voir comment ça se passe. Le bras, ici, c'est les actions du corps. À gauche, c'est le niveau d'intensité que nos actions physiques ont sur notre esprit. Donc, par exemple, toutes les actions que je fais avec attachement ou avec des émotions perturbatrices fortes ou avec beaucoup de colère, ces actions, si je passe à l'action physique, l'implication que ça va avoir sur mon esprit, sur mon calme mental, vont être énormes. Les actions du corps sont les plus puissantes. Ce qui fait sens. Si je pense à dire une parole dure à quelqu'un, ce n'est pas aussi fort que quand je vais lui taper dessus, par exemple.
Donc, les actions physiques ont un potentiel de perturber la paix mentale qui est beaucoup plus fort que les actions verbales, par exemple. Les actions verbales, elles ont un potentiel qui est plus petit de perturber l'esprit. Mais si je parle de la machine à popcorn sans arrêt, déjà, je crée et je cristallise en moi l'attachement ou l'avidité par une forme de vérité verbale. Et à l'inverse, on a tout ce qui est de l'ordre de l'esprit qui, lui, est beaucoup plus petit, en fait. Donc, tout ça pour dire que ce que la méditation euh, change ou permet, c'est simplement ce qu'on voit en rouge ici. La méditation, elle peut agir que là-dessus, elle peut agir que sur une fraction de notre paix mentale. Elle peut agir que sur cette fraction-là. Donc vous allez me dire, mais comment on arrive à faire qu'on puisse réduire ces éléments également? Parce que tant qu'on aura ces choses impérieuses dans l'esprit, elles vont nous réveiller de notre méditation, elles vont nous distraire. Il ne s'agit pas seulement de penser que la méditation, c'est juste une technique et que sans égard pour la manière dont je vis, la manière dont je me comporte, tout ce que j'ai fait dans la journée, il suffit juste d'appuyer sur les boutons de la technique et je vais immédiatement pouvoir me concentrer pendant 30 minutes sans aucune perturbation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que la méditation soit efficace, il faut qu'on agisse également sur ces éléments qu'on voit en orange. Chose sur laquelle la méditation est trop faible. La méditation, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui vient affiner l'esprit une fois qu'il a déjà été suffisamment calmé. Et ce qui calme les gros éléments du corps et de l'esprit, c'est simplement qu'est-ce qu'on fait de la journée, à quoi vers quoi on porte l'esprit, qu'est-ce qu'on dit, quel est notre mode de vie, est-ce qu'on est totalement distrait, est-ce que physiquement on est distrait, est-ce qu'on a des actions violentes, est-ce qu'on a des paroles violentes. Tout ça, c'est les préliminaires à la concentration et c'est indispensable. C'est indispensable. La méditation, malheureusement, aujourd'hui, passe pour être quelque chose de miracle, mais ça n'est absolument pas une solution miracle. Elle est puissante que si on agit préalablement sur ces choses qui sont les plus importantes. C'est notre mode de vie, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, comment on parle. Et ça, ce qu'on voit en bas, c'est l'entraînement de la concentration, et ce qu'on voit au-dessus, c'est l'entraînement de l'éthique, l'entraînement de la discipline éthique. L'entraînement de la discipline éthique qui fait que l'esprit va pouvoir se calmer déjà. Parce qu'on le voit, on a des journées très actives, on a des journées très actives, on fait beaucoup de choses, et puis on arrive sur le coussin de méditation et tout à coup, oh là là, on n'y arrive pas, on a trop de choses dans l'esprit. Et c'est normal. On voit ici que le mode de vie a une influence très forte sur notre paix mentale, et ça, il n'y a rien à y faire, à part observer notre mode de vie, savoir comment on vit, qu'est-ce qu'on fait de la journée, parce que la méditation n'arrivera pas une solution clé en main, une solution isolée de la voie complète. Et on parle en général des 3 entraînements supérieurs, l'entraînement, la discipline éthique, qui va faire qu'un esprit distrait va perdre ses distractions, l'entraînement de la concentration, qui va faire qu'un esprit déséquilibré, dans le sens d'équilibre mental, hein, pas de folie, un esprit déséquilibré va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il va vraiment atteindre une forme d'équilibre concentré. Et puis, le troisième entraînement, c'est l'entraînement à la sagesse discriminante ou à la conscience discriminante qui permet de comprendre en profondeur. La première, discipline éthique, elle enlève les distractions. La deuxième, elle pacifie l'esprit. Et la troisième, elle libère l'esprit. Donc c'est vraiment du plus grossier au plus subtil. Pensez qu'il n'y a que la concentration, il s'agit juste de s'asseoir sur le coussin. C'est un peu comme si on voulait arrêter une coulée de boue avec une boule à thé, par exemple. Non, la boule à thé, elle vient filtrer les derniers éléments, elle vient parfaire la qualité de l'attention.
Mais pour arrêter une coulée de boue, il faut un barrage, il faut quelque chose de fort. Et ça, c'est tout le travail de la discipline éthique. Tout ça pour cadrer vraiment cette méditation dans un tout qui est une voie spirituelle, qui est le développement spirituel dans sa globalité. La méditation ne vient pas comme une solution isolée. Ça, je voulais le dire parce que je pense que ce serait inexact de présenter la méditation. Vous allez vous asseoir, vous allez avoir des expériences incroyables, votre esprit va se calmer pendant 1 heure. Non, je vois souvent que les gens commencent la méditation et qu'ils arrêtent parce que, pour diverses raisons, mais aussi parce que on manque à rétablir notre enthousiasme aussi. Donc, agir sur ce qui empêche la concentration, c'est ce qu'on vient de voir. Ce qui empêche la concentration, c'est cette force qui nous extrait de la méditation. Cette force qui fait que on n'arrive pas à rester sur le souffle, ou par comparaison, le souffle nous semble complètement ennuyeux. On a le souffle, et à côté de ça, on a ces choses, la machine à popcorn, ces petits popcorn qui éclatent. Ça va être, j'ai fait un petit caramel, ça va faire. En plus, quand ça sort de la machine, on en voit plein les yeux. Le souffle, quand je médite sur le souffle, j'ai l'impression de m'entendre ronfler en plus. Donc, si on n'arrive pas à équilibrer ces deux éléments, ça va être assez difficile. Je vais terminer sur le partage d'écran pour vous montrer la suite. Alors, tac. Voilà, donc, ce qu'il faut, c'est déjà, à travers notre compréhension, se dire: est-ce que les choses qui m'attirent dans la vie de tous les jours sont si impérieuses? Et finalement, c'est ce qu'on fait à droite, c'est on élimine un peu de cette exagération de toutes ces choses, le passé, le futur, et ce faisant, on se ramène un peu à quelque chose de plus normal, euh, de plus équilibré. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on passe de cette notion du souffle comme étant quelque chose d'ennuyeux à tout ce que ça peut nous permettre. Et ça, c'est vraiment important. Les deux prérequis de la concentration, c'est empêcher, travailler sur ce qui empêche la concentration, c'est ce qu'on vient de voir, équilibrer notre vie, comprendre est-ce que ces choses qui attirent tellement mon esprit sont tellement importantes, et il faut retrouver le potentiel de, de cette importance à méditer, tout ce que ça peut nous permettre de faire. Si dans l'esprit, on a le souffle et la machine à popcorn qui sont à peu près aussi importants et intéressants l'un que l'autre, l'esprit, il va se concentrer un petit peu et il va être distrait un petit peu. En revanche, si on comprend que la machine à popcorn, finalement, on va la voir, elle va tomber en panne, les popcorn, une fois que je les ai mangés, je ne pense plus à la machine à popcorn, elle n'a plus d'intérêt pour moi. Si on se dit, bon, la machine à popcorn, ce n'est pas si excitant que ça, et qu'on a le souffle sur lequel on a compris tout ce que ça peut permettre en termes de calme mental, de sérénité, de profiter, d'avoir cette faculté à diminuer en nous le continuum du stress, l'anxiété. On va voir que l'esprit naturellement va se poser sur son objet. Et ça, je pense que pour commencer la méditation, c'est vraiment, vraiment le plus important. C'est retrouver l'enthousiasme et comprendre que cette technique, ce n'est pas juste me focaliser sur quelque chose d'ennuyeux. C'est comprendre qu'à travers cette chose qui peut au départ sembler ennuyeuse, on peut avoir accès à énormément de transformations intérieures, beaucoup plus de paix de l'esprit, beaucoup moins d'anxiété, avoir de la clarté mentale. Donc, qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'on médite, qu'on a de l'enthousiasme, je vais vous présenter très rapidement les étapes et puis après, on va commencer l'étape pratique sur la visualisation. Donc, au départ, on commence à établir notre motivation.
on calme un petit peu les perturbations mentales fortes dans la vie à travers une discipline éthique, à savoir à travers une vie équilibrée. Donc, ce qu'il faut au départ, c'est cet enthousiasme. On a envie de s'asseoir sur le coussin, on a envie de se dire, parce qu'on sait que c'est possible, on sait que c'est possible de développer plus de concentration, parce qu'on a un petit peu éliminé toutes ces choses parasites, et puis parce que on sait que c'est possible, il y en a 3, parce qu'on connaît les qualités de la concentration, parce qu'on sait ce que ça va nous permettre. Ça, c'est les 3 manières d'établir la motivation. Donc, je peux les répéter. Le premier, c'est comprendre les qualités de la concentration, savoir que c'est possible, on peut le faire en s'entraînant, en se familiarisant, en observant les étapes. Et la troisième, c'est empêcher, considérer ce qui empêche le calme mental, travailler sur ce qui empêche la clarté mentale. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on s'assoit sur le coussin et on a de l'enthousiasme. On se dit, waouh, c'est pas, non, c'est pas vain, c'est pas juste le souffle, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une voie spirituelle, la méditation. Même la méditation sur le souffle, on ne peut pas l'extraire du tout, c'est impossible. Et on se dit, ok, maintenant je vais focaliser mon esprit sur quelque chose. Ça, c'est la pleine conscience, qu'on verra la semaine prochaine. Se focaliser, cette force qui est une glu qui vient se focaliser sur l'esprit. Et ça se travaille parce qu'il faut reconnaître quand la pleine conscience elle est en train de perdre de qualité. Est-ce que je suis encore sur l'objet? Parce que parfois on médite sur le souffle, on se dit, je ne sais pas si je suis vraiment sur le souffle là. C'est le souffle ça? Donc on commence à la, la, la qualité de la pleine conscience commence à se décrépir un peu, elle devient, elle plonge, et là on est sur le point de commencer à être distrait. Donc il y a toute une technique pour qu'est-ce qu'on fait pour focaliser l'esprit. Et puis il y a aussi toute une technique pour qu'est-ce qu'on fait de toutes les distractions. Est-ce que je dois m'en occuper? Est-ce que je ne dois pas m'en occuper? Est-ce que je dois les laisser tomber? Est-ce que je dois les reconnaître? Est-ce que je dois les nommer? Est-ce que je dois les nommer et m'en séparer? Ça, c'est toute l'étape de la vigilance. C'est ce qu'on verra dans la 3e session. Et enfin, une fois qu'on a reconnu ces distractions, il faut faire quelque chose. Comme si on était dans un avion et qu'on vire à gauche parce qu'il y a un vent de travers qui nous fait tourner sur la gauche, il faut rétablir. Comment on rétablit la concentration quand l'esprit est en train de sombrer dans la léthargie, par exemple, ou le relâchement? Comment on fait pour rééquilibrer l'esprit quand on commence à devenir excité parce qu'on sent que vraiment le laser mental est en train de complètement se focaliser sur son objet? Comment on fait pour rétablir ça? Ça, c'est l'application et c'est ce qu'on verra à la 3e session. C'est 4 des 5 antidotes de la méthode qu'on trouve dans le Lamrim. La 2e, c'est pour contrer la surapplication. Mais ça nous concerne pas tellement parce que ça arrive quand on arrive à des niveaux de concentration qui sont très élevés. Donc ces 4-là, je pense que si on a une bonne connaissance de l'enthousiasme, la pleine conscience, la vigilance et l'application, on peut déjà avoir une pratique de méditation de bien meilleure qualité, c'est-à-dire qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on va pouvoir être absorbé pendant 3 heures sur son objet, pas du tout. Mais en tout cas, on peut comprendre comment piloter cet esprit. C'est vraiment une forme de pilotage. Quand toutes les circonstances et l'environnement, tout ce qu'on voit de la discipline éthique a suffisamment été travaillé, suffisamment été élaboré, on a une conscience de ce qu'on dit, on n'a plus de paroles blessantes, plus de paroles offensives, on a vraiment une discipline éthique forte qui fait que toutes ces distractions perdent de leur force immense, alors la concentration, elle va éliminer le reste. Elle va éliminer ces petites perturbations jusqu'à temps que l'esprit puisse totalement être focalisé en un point d'absorption pendant des heures. On peut y arriver. On a tous cette capacité de le faire. Et ça a diverses qualités. La première, c'est que ça, on peut diriger l'esprit vers n'importe quoi. On peut faire apparaître des choses dans l'esprit comme en rêve, mais beaucoup plus clair. On a un bien-être physique et mental hors du commun, qu'aucune expérience sensorielle qu'on a vécue dans cette vie
rien peut égaler ça. On a une diminution drastique de tout ce qui est perturbation mentale, donc la souffrance, la colère, heu, toutes ces choses qui nous perturbent. Ce qu'on fait et ce qu'on visualise est tellement heu, clair et notre esprit sur ces choses-là est tellement stable que la transformation spirituelle est complètement, dynamisée. Et puis enfin, sur cette base-là, on peut comprendre la nature de la réalité, on peut développer, des pouvoirs de sensibilité extraordinaires. Donc ça, c'est certaines des qualités du calme mental, mais il faut bien en être conscient que c'est possible. Il faut être conscient qu'on est capable aussi, nous. Donc dans la feuille que je vais vous transmettre cette semaine, c'est vraiment pendant une semaine, essayer de vous dire que notre niveau de concentration n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il est mieux qu'avant d'ailleurs. Mais c'est vraiment fluctuant en fonction de l'environnement. Et si on agit sur l'environnement, on peut calmer l'esprit. Il y a des années, on pouvait lire 1 heure, 2 heures, 3 heures sans aucune distraction, par exemple. Est-ce qu'on y arrive encore maintenant? C'est pas parce que l'état de l'esprit a dégénéré, c'est que les conditions extérieures, les distractions sont tellement plus présentes aujourd'hui que pour soutenir notre attention sans discontinuité sur un objet, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Mais tout ça, c'est de l'environnement. Si on agit sur l'environnement, on peut déjà créer des causes à la concentration. Donc comprendre que c'est possible et puis travailler à se dire, voilà, qu'est-ce qui est important vraiment? Quand je suis concentré, quand je suis là, déjà pour simplement ma famille, moi-même, mon stress, être là, prendre des décisions en conscience. Donc tout ce travail de l'enthousiasme, c'est le travail sur lequel euh, on va pouvoir agir. Si vous le souhaitez, pendant cette semaine, on peut vous envoyer un fichier avec une méthode pour regarder vraiment ces éléments-là et puis faire naître en vous l'enthousiasme de je suis capable de faire ça. La méditation, c'est pas simplement ce que je pensais que c'était, et faire que quand vous arrivez sur le coussin, vous avez envie. Et ça, c'est la première chose hyper importante, parce qu'on peut méditer des années, et c'est vrai, on peut méditer des années si on n'a pas cet enthousiasme dès le départ, ou si on ne fait rien pour le construire. On va rester à chaque fois 20 minutes complètement parti dans autre chose, la machine à popcorn, et à la fin, on va se dire: «Ah ouais, c'est vrai, je devais méditer», et ça, en plus, c'est très paralysant. On se dit: «Mais j'arrive pas vraiment à méditer, ça sert à rien, je suis nul, j'arrive même pas à me focaliser 20 minutes sur quelque chose». Donc ça, c'est encore plus désespérant parce qu'on se dit: «Mais j'y arrive pas de quelque chose qui est très simple». Or non, c'est pas nécessairement très simple. La méditation, c'est quelque chose d'assez avancé. Bouddha l'enseignait pas. Il n'y avait pas de retraite calme mental avec Bouddha, par exemple. Il faisait pas de parce que aux gens qui agissaient dans la vie de tous les jours, qui avaient une vie domestique, il enseignait surtout à calmer leur esprit à travers leurs actions et leurs paroles. Donc ça, c'est vraiment une indication importante. C'est que ça, c'est déjà le travail le plus important qu'on puisse faire. Et la méditation, elle va venir compléter ça. Vraiment avoir une vision globale. Donc, la visualisation. On va maintenant essayer de travailler sur cette visualisation. Donc, il y a différents types d'objets sur lesquels on peut concentrer l'esprit. Le premier, c'est celui qu'on a d'habitude, c'est un objet sensoriel, c'est le souffle, un objet qui est observé par l'esprit, mais qui est de l'ordre des sensations tactiles ou du son ou d'une conjonction des deux. Par exemple, le souffle, quand on inspire, on peut entendre le souffle et puis on peut le sentir dans le corps aussi. C'est à la fois tactile et auditif. Ça sont des consciences sensorielles. C'est très bien. Le gros avantage du souffle, c'est qu'on n'a rien à faire pour qu'il soit là, le souffle. Il est là sans arrêt. On inspire, on n'a pas à faire le travail de le faire émerger dans l'esprit, il est là sans arrêt. Ça, c'est son gros avantage. Son problème,
parce que c'est un problème, c'est que le souffle, il vient d'une conscience mentale, d'une conscience sensorielle. Et une conscience sensorielle, elle est beaucoup plus grossière qu'une conscience mentale. Donc le calme mental lui-même, l'accomplissement de l'absorption méditative, on ne peut pas l'atteindre avec une conscience sensorielle. Il faut nécessairement que ce soit une conscience mentale. Donc en Asie du Sud-Est, à un certain niveau de développement de la méditation sur le souffle, on change d'un objet physique à un objet mental, une visualisation. Les Tibétains, eux, traditionnellement, ils commencent souvent par une visualisation. Le souffle est beaucoup moins mis en avant dans le bouddhisme tibétain. Il commence avec une visualisation et il termine avec une visualisation. Parce que la conscience du calme mental, celle qui accomplit le calme mental, c'est une conscience mentale qui est beaucoup plus subtile, un peu comme en rêve. C'est quelque chose de très très fin. C'est quelque chose de vraiment très très fin. Conscience sensorielle, c'est lourd, c'est pesant, mais c'est pâteau un peu. Donc, le problème de la visualisation, c'est que l'objet n'apparaît pas naturellement à l'esprit. Ça, c'est ce qu'on va devoir faire. On va non seulement devoir faire émerger dans notre esprit une apparence et se focaliser dessus, mais il y a des grands avantages à ça. Le souffle, un de ses autres problèmes, c'est qu'il peut rapidement obscurcir l'esprit, parce qu'on n'a pas la capacité de contrer ni le relâchement, ni l'excitation avec des leviers particuliers, parce que c'est le souffle. Comment on fait pour faire que le souffle soit plus lumineux, par exemple? S'il n'y a pas de visualisation, le souffle, on ne peut pas vraiment redresser le fait de commencer à se relâcher. Et avec la visualisation, par contre, dès qu'on commence à se relâcher, on injecte de la lumière. C'est-à-dire que l'objet devient plus lumineux. Quand on a cette luminosité à l'esprit, l'esprit se relâche moins. Quand l'esprit commence à exciter, on peut commencer à relâcher, à détendre l'esprit. Donc on a beaucoup plus la faculté d'aller loin avec une visualisation. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on a vu les deux types d'objets de méditation, ceux qui sont sensoriels, ceux qui sont de la sphère mentale. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai jamais fait ça. Comment on fait pour visualiser comment ça se passe? Mais on le fait tous, à commencer par les rêves. Et c'est là où on se dit, waouh, c'est vrai, on a tous une capacité à rêver. Alors certains d'entre vous penseront, ah oui, mais moi je me souviens jamais de mes rêves, je ne dois pas rêver. Non, ça c'est un entraînement. Si tous les matins vous preniez un petit peu de temps pour vous souvenir de vos rêves, vous verrez qu'après un certain temps, vous vous en souviendriez. On a tous cette faculté à inventer un monde en une fraction de seconde dans l'esprit. Tous cette faculté-là. Mais la conscience du rêve, c'est une conscience qui est elle-même suffisamment subtile pour avoir cette apparence-là. Il faut que la conscience soit suffisamment subtile pour avoir cette apparence-là. Les consciences grossières, elles n'ont pas la faculté de visualiser aussi bien. Donc on visualise tous et on va faire des tests, par exemple. Ça, c'est pendant le sommeil, mais on imagine tous quelque chose. Si tout à coup je vous dis, imaginez une voiture. OK. Bon, je pense que tout le monde a eu une image, mais ça ressemble à quoi? Ce n'est pas vraiment la voiture, c'est quelque chose qui a lieu dans l'esprit. Ce n'est pas toujours très clair. Parfois, c'est juste une partie de la voiture, parfois, c'est juste un morceau de couleur, une portière plus une porte. Parfois, la voiture, elle change, elle était rouge, elle devient verte. C'était une Chrysler, ça devient une Fiat. Mais dès que on essaye, on peut visualiser. Visualiser le visage de votre maman, par exemple. Ok, on peut quasiment tous, en un clin d'œil, visualiser quelque chose. Ce qu'il faut maintenant, c'est stabiliser ça et pouvoir se focaliser dessus. Il n'y a rien que ça dans la méditation de calme mental sur la visualisation, c'est faire naître à nouveau ça et se focaliser dessus. Et on va voir, il y a des petites trouvailles. Les grands maîtres sont allés bien dans les détails pour nous aider
à faire ça. On peut faire d'autres essais, on peut essayer de visualiser un arbre, une carotte, une chaussure, une maison, un poireau, le soleil. Alors essayez quand vous visualisez de vous demander: «Mais qu'est-ce que c'est qu'une visualisation?» Parce que c'est assez curieux quand même, hein. Parce qu'on peut visualiser une forme visuelle, c'est ce qu'on fait là, mais on peut visualiser une odeur, on peut visualiser un son, on peut visualiser un goût même. C'est très curieux parce qu'on n'est pas en face de ce goût-là, on n'est pas en face de cette chose, nos yeux ne l'aperçoivent pas cette chose-là et pourtant, cette chose se reproduit imparfaitement dans l'esprit, mais quand même il y a une forme de reproduction dans l'esprit. Un avion, un téléphone portable, un oiseau, la planète Terre, une route, la couleur rouge, une personne qui crie, des spaghettis très salés, une forêt, se brûler sur le fer à repasser. Donc on voit que l'esprit a une faculté à faire apparaître des choses. Alors essayons de ne pas penser qu'il faille que ces choses-là soient extraordinairement claires. Notre conscience éveillée, à la différence du rêve, a beaucoup moins de faculté à faire naître ces images en nous. C'est juste des impressions,
C'est parfois, oui, on reconnaît le visage de notre mère, mais on ne voit pas tous les aspects, on ne voit pas l'intégralité comme si elle était devant nous. C'est beaucoup plus comme un cliché un peu assombri, mais qui est suffisant pour nous faire dire, bah oui, ce que je visualise là, c'est ma mère, c'est pas un chat. Ça nous suffit à reconnaître la chose. Et ça, c'est un point crucial. C'est qu'il faut accepter notre esprit à l'endroit où il est aujourd'hui, à ce moment où on médite, parce que c'est cet esprit-là qu'on doit prendre comme point de départ. On ne peut pas commencer à se dire, il va falloir que je médite et que tout à coup, une image de Bouddha apparaisse avec toutes ces couleurs, tous ces impléments, l'aura autour de lui. Non. La conscience des rêves peut le faire en un instant, mais nous, on n'a pas cette subtilité de conscience à l'état éveillé quand on médite. Donc, on doit passer par quelque chose de beaucoup plus grossier. Et il y a deux différents points, et je vais l'exemplifier avec le PowerPoint. Ce qu'on fait là, ce qu'on a commencé à faire, où je vous demande de visualiser un objet puis un autre, c'est exactement ce qu'on doit commencer à faire quand on choisit un objet à visualiser. On doit commencer à créer une séquence. Alors, j'ai préparé pour vous un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a deux types de méditation, de visualisation. On commence toujours par commencer à être familier avec l'objet. La pleine conscience, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle prend comme objet un objet familier. On ne peut pas se souvenir et méditer sur quelque chose qu'on a oublié. D'ailleurs, l'oubli, c'est l'inverse de la pleine conscience. Quand j'oublie l'objet, quand je ne suis plus du tout, je ne sais plus qu'est-ce que je dois méditer sur quoi. Je suis en train de méditer. C'est méditation là? D'accord, ok. Bon, méditation, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi l'objet? Ça, c'est l'opposé de la pleine conscience, c'est l'oubli. Donc la pleine conscience, elle doit ne plus oublier, elle doit se souvenir. Si on ne se souvient pas, on ne peut pas se focaliser sur quelque chose qu'on a oublié. Donc, pour ne pas oublier l'objet sur lequel on doit visualiser, il faut le connaître. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est choisir un objet, le définir, et puis le scanner, pour commencer à être familier sur qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on a choisi, quelles sont ses caractéristiques, sa couleur, sa forme, sa dimension. Il faut qu'on commence à s'en souvenir. Parce que si dans un rêve, notre esprit peut faire naître un objet de manière spontanée, nous, il va falloir qu'on fonctionne par étapes, il va falloir qu'on le crée comme un potier, par étapes. Donc, première chose, on doit scanner cet objet pour commencer à être familier avec cet objet, pour ne plus l'oublier. Et toutes les techniques qui vont aider à la familiarisation sont bonnes. Au Tibet, on développe souvent le calme mental en prenant l'image d'un Bouddha. Ce qui est encouragé, c'est de dessiner un Bouddha pour connaître la couleur, la forme. Par exemple, Bouddha Shakyamuni, celui que personnellement j'utilise, c'est il faut commencer à créer une séquence. Je vais vous montrer peut-être déjà sur à quoi ça ressemble. Donc, mettons qu'on veut on veut se focaliser sur une poule, c'est notre objet. Il n'y a pas de mauvais objets. Hein. Bon, les objets qui sont inspirants sont quand même mieux parce qu'on va y passer pas mal de temps. Mais si on pense qu'une poule, c'est inspirant, alors on peut se focaliser sur une poule. Au Tibet, il y a une histoire connue qui fait qu'un méditant, lui, s'est à méditer sur une corne de yak. Donc, pourquoi pas? Donc, la poule, voilà à quoi elle ressemble. C'est ce qu'on devrait, à la fin de la pratique, réussir à avoir dans l'esprit une poule qui est aussi claire que ça. Quand on atteint le calme mental, on arrive à rester sur cette poule pendant des heures. Mais avant ça, la poule, il faut commencer par la scanner. Donc, on va commencer par la tête, on va scanner, voilà, son tour. Oui, elle a une patte de ce côté-là. Ensuite, elle a une deuxième patte. On scanne d'une partie à l'autre pour se familiariser avec l'objet en séquence. Voilà, ça c'est ses plumes derrière. Elle a des plumes qui sont un peu plus noires foncées. Maintenant, elle a le dos qui revient comme ça.
OK, je reviens sur le bec. Donc, ce qu'on fait dans l'image d'un Bouddha, c'est à peu près la même chose. On fait une routine, c'est-à-dire on commence par un endroit et puis on essaie vraiment de se familiariser sur le même parcours. Moi, je commence par le pied droit, le pied droit qui est posé sur le pied gauche, qui est couleur dorée, le pied gauche ensuite qui est posé sous le pied droit, sa robe, on la visualise avec du rouge écarlate et des passementeries dorées qui arrivent jusque-là avec un nœud doré, sa peau qui est couleur dorée avec 3 plis. Ensuite, je visualise la main qui touche c'est la main droite qui touche le sol, la position des doigts. Donc on fait vraiment, on répète ça pour s'en souvenir. Le pli au niveau d'ici, sa robe qui arrive juste ici, alors que de l'autre côté, elle arrive jusqu'à sa main, qui porte un bol. Le bol, il est noir avec des ornementations guirlandes. Et à l'intérieur, il y a du nectar, la couleur du nectar. Puis, je passe au cou, le cou, la tête assez ronde, les lobes des oreilles dorées. Ensuite, la couleur des lèvres, la forme des lèvres, le nez, les yeux légèrement fermés, le troisième œil, la forme du crâne, ensuite les différentes formes de cheveux qui sont retournés les uns sur les autres de bleu, le l'Ushnishta, on appelle ça comme ça, avec le petit point doré au sommet, l'aura de la sagesse en vert avec orné de rose, ensuite le grand aura avec toutes ces raies de lumière de deux différents types, puis ensuite tous les joyaux qui sont à l'intérieur de flammes. Et donc voilà, on passe de ça, de l'un à l'autre, et on fait un circuit pour mémoriser. On commence par ça dans la méditation, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On passe de l'un à l'autre, on les visualise en séquence. Puis une fois qu'on commence à bien se les remémorer, on peut aller un peu plus vite. Ok, donc ça, le pied, et puis commencer à avoir une vision d'ensemble, à reconstruire un tout. Et ce qu'on verra la prochaine fois, c'est une fois qu'on s'est habitué à ça, après, on peut commencer à avoir une vision d'ensemble. Parce que le but, ce n'est pas de continuer à scanner. Le but, c'est à un moment, il faut s'arrêter, il faut voir une vision d'ensemble. Le calme mental, c'est une vision en un point. Donc, on visualise la totalité. Mais qu'est-ce qui arrive quand on visualise la totalité? Je vais vous montrer. Quand on visualise la totalité, alors, voilà. Ce qui arrive, c'est que la poule, elle peut devenir très claire quand on visualise par partie. Quand on visualise, je visualise son bec, et on l'a vu tout à l'heure, quand on visualise juste une seconde, quand on visualise une voiture, on peut avoir une image très claire. Mais si on devait essayer d'étendre cette appréhension de l'objet, ben, l'objet va commencer à disparaître. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on médite par séquence, et dès qu'on essaie de visualiser le tout, ben, le tout, il devient très, très vague. Il devient un peu comme ça. La poule, elle devient un peu comme ça. Au départ, la poule, elle est beaucoup plus claire que ça, mais quand on visualise sur le tout, la poule, elle apparaît de manière comme une silhouette, très vague. Mais ça, on verra la fois prochaine qu'il faut l'accepter. On doit commencer avec ça. Il ne faut pas essayer de vouloir que la poule, elle apparaisse tout de suite. En revanche, si la poule, elle apparaît comme ça au départ, c'est peut-être qu'il faut reprendre le scan. C'est peut-être qu'il faut reprendre la visualisation séquentielle. D'accord? Donc, on va arrêter le live. Merci pour ceux qui ont suivi le live. Vous pouvez nous rejoindre la semaine prochaine, voilà, si ça vous intéresse.